le meurtre glaçant d'une avocate. Qui a tué cette femme brillante et jeune mère et pourquoi? Ne manquez pas ça, le fantôme de la victime dénoncera son meurtrier. Voici Enquête psychique, une chaîne d'histoires exclusivement vraie et impressionnante. Ici, des personnes se disant clairvoyantes enquêtent sur des affaires criminelles complexes et des phénomènes paranormaux incroyables. Le 14 août 2017, l'avocate Victoria Olejnik a été retrouvée morte dans le centre-ville. Notre fille est partie. Cette douleur nous déchire l'âme jour et nuit. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie. Victoria, 38 ans, a été tuée dans l'appartement qu'elle louait. Son décès est survenu entre 7 et 10 heures du matin. Elle est morte par asphyxie mécanique. Elle a été étranglée avec un objet ressemblant à un cordon électrique. Le fils de Victoria, Renat, âgé de 8 ans, et son ex-mari, Oleg, dont elle avait divorcé un an plus tôt, ont découvert son corps. Pendant ses vacances d'été, le garçon séjournait chez son père dans une ville située à environ 40 km. La veille de son meurtre, Victoria avait confié à ses amis que le père devait ramener l'enfant le lendemain matin. Elle attendait le garçon et lui avait préparé du bortsch et des sirniki la veille. L'ex-mari de la victime a refusé de parler devant la caméra, mais a accepté un entretien privé avec notre expert. Nous sommes montés et Renat a mis la clé dans la serrure, mais la porte n'était pas verrouillée. Le garçon est entré le premier dans l'appartement. Ce qu'il y a vu était une scène bien trop terrible pour un enfant. Il a vu sa mère morte dans la cuisine. Ses yeux étaient écarquillés par la peur. Puis j'ai tourné la tête et je l'ai vu étendu là, dans la cuisine. Oleg a immédiatement poussé son fils hors de l'appartement et s'est précipité vers la cuisine. Là, il a senti une fuite de gaz et a compris qu'une explosion pouvait survenir à tout moment. Quelqu'un a-t-il allumé la gazinière? Oui, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai vite éteint les brûleurs. Ils étaient tous les 4 allumés, mais il n'y avait pas de flamme. Oleg a touché le cou de Victoria, mais n'a senti aucun pouls. Son cou était froid et l'ecchymose était pourpre foncé. Je suis sorti et j'ai dit « Fils, ta mère est décédée ». Le père a réconforté son fils du mieux qu'il a pu et a appelé la police. Mon gendre m'a appelé pour dire que Victoria a été tuée. J'ai dit qu'est-ce que tu racontes? Comment est-ce possible? C'est inimaginable, c'est inimaginable. Outre la police, les amis de Victoria sont aussi arrivés sur les lieux. Ils sont tous avocats, eux aussi. L'appartement était en plein désordre. Tout était sans dessus-dessous et les affaires étaient jetées hors des placards. La police a d'abord suspecté un vol, mais après un examen plus approfondi, ils ont envisagé une autre piste. C'était une mise en scène pour un vol. Sa bague est restée intacte, tout comme le téléphone qu'elle venait d'acheter, ainsi que son manteau de vison. Parmi tous les objets de valeur de Victoria, l'inconnu n'a pris que ses boucles d'oreilles et sa chaîne en or. Il cherchait donc autre chose dans son appartement. Mais quoi? De plus, les experts ont confirmé qu'il n'y avait aucune trace d'effraction. Victoria aurait-elle ouvert la porte à son meurtrier? Victoria et son fils étaient les seuls à avoir les clés. Selon ses proches, elle ne laissait jamais d'inconnu entrer chez elle. Cela signifie-t-il qu'elle connaissait son meurtrier puisqu'elle lui a ouvert la porte? Elle a été étranglée par derrière. Il n'y a aucun signe de lutte. Cela signifie qu'elle ne s'attendait pas à une attaque. Victoria est morte entre 19h et 22h lundi soir. C'est l'heure où tout le monde part travailler, pourtant aucun des voisins interrogés n'a vu personne entrer ou sortir de l'appartement. Il faut être vraiment sans cœur pour faire une chose pareille, ôter la vie à une jeune et belle femme, une mère. Victoria possédait un cabinet d'avocats et travaillait beaucoup, mais son fils passait toujours avant tout. Son fils s'est retrouvé sans mère. C'est sans doute la partie la plus déchirante de cette situation. Des psychologues travaillent actuellement avec Renat. Il est profondément marqué par ce dont il a été témoin. Pendant ce temps, la famille et les amis de Victoria peinent à accepter la perte de leur être le plus cher. Aucun suspect, aucune arrestation, rien. Nous espérons que les médiums nous aideront à résoudre ce meurtre. C'est le seul espoir qu'il nous reste.
Nos plus puissants médiums, Olena Kurilova et Kial Alekperov, se chargent de cette affaire très médiatisée. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Alina. Je suis Taisia, l'amie de Victoria. J'ai perdu ma chère sœur. Nous ferons tout pour trouver la bête qui a pris sa vie. Avez-vous une photo de votre sœur? Oui. J'ai une vision. La main d'une femme appuie sur des touches. C'est la main d'une personne décédée. Que signifie l'étrange vision du médium? Comment une main morte peut-elle appuyer sur des boutons? J'ai fait un rêve hier. J'ai vu un grand morceau de verre comme un miroir avec des lettres et des chiffres dessus. J'ai essayé de les lire, mais la main de quelqu'un les effaçait. Mes jeans me disent que la réponse est dans la voiture, qui n'était pas là. Victoria avait un secret que le tueur connaissait. Quel était son secret? Et je ne sais pas. Alina, c'est étrange, mais après la mort de ta sœur, tu te sens coupable. Que te reproches-tu? Je ne lui ai pas accordé assez d'attention. Je ne lui ai pas tout dit, que je l'aime et qu'elle est la personne qui m'est la plus chère. Tu étais censé connaître son meurtrier. Elle allait t'en parler lors d'un appel, et c'est arrivé plus d'une fois, mais tu semblais toujours abréger la conversation. Quand elle avait le temps de m'appeler, je lui disais « Victoria, on se parle plus tard. Je suis très occupée en ce moment. Je t'appellerai plus tard. » La seule personne à qui elle pouvait confier ses problèmes, c'était toi, Alina. Pour tous les autres, elle essayait toujours de paraître forte. Je suis désolée de ne pas avoir toujours eu du temps pour toi. Je le regrette profondément aujourd'hui. Je veux que tu saches que je t'aime très fort. Et elle t'aime aussi. Attends, j'entends quelque chose. René. Qui est René? Son fils? Il s'est avéré que seuls les proches de Victoria savaient qu'elle appelait ainsi affectueusement son fils Renat, qu'elle adorait. C'était une super maman. Elle avait 29 ou 30 ans quand elle a accouché. Renate était un enfant très attendu, alors elle s'est entièrement consacrée à lui. Actuellement, Renat vit avec son père, Oleg. La famille confie que l'enfant n'accepte pas que sa mère ne puisse plus l'embrasser et il veut désespérément que son meurtrier soit retrouvé. Et maintenant, je vois votre sœur sortir par cette porte. Habitait-elle dans cet immeuble? Et Oui. puis, j'ai eu une nouvelle vision de Victoria. Elle regardait quelque chose sur son téléphone. On aurait dit des dossiers avec des photos d'hommes, comme des dossiers criminels. Soudain, elle s'est arrêtée sur l'une des photos. Je ne voyais pas bien, mais j'ai compris qu'elle regardait son meurtrier. Victoria prévoyait de travailler sur des affaires criminelles peu avant sa mort. La mort de Victoria pourrait-elle être liée à son travail? Quelqu'un d'autre pense aussi que c'est lié à ses activités professionnelles. C'est son mari. Savez-vous par hasard si Victoria traitait des affaires criminelles? Bien sûr. Il y a une affaire criminelle récente liée à la drogue. Elle en était très préoccupée. Nous devons travailler dans l'appartement où le meurtre a eu lieu. Cependant, le nouveau locataire n'a pas laissé les médiums entrer dans l'appartement. Ils ont donc dû se concentrer sur le meurtre depuis l'extérieur. Je vois un homme d'environ 40 ans. Il a les cheveux bruns et dégarnis. C'est son mari.
Il semble effrayé et très nerveux. Pourquoi? Selon les amis de Victoria, son ex-mari Oleg craignait d'être accusé du meurtre. Après tout, les premiers suspects sont généralement les proches de la victime. Si tu n'as rien fait, pourquoi aurais-tu peur? Cet homme sait effacer ses traces et détruire les preuves. C'est un avocat, il exerce le droit. L'un de vous a-t-il soupçonné son mari? Je penche pour cette version. Beaucoup de gens le soupçonnent. Oleg est la seule personne qui avait une attitude très négative envers Victoria. Il était jaloux, il est insatisfait. Les clients la préféraient, ils étaient donc de vrais rivaux professionnels. Pourquoi Victoria est-elle morte? L'amour et l'argent. Une révélation choquante. L'amour et l'argent. Son ex-mari pourrait-il vraiment être le meurtrier? Je viens de parler aux collègues de Victoria qui la connaissaient bien. Elle n'avait pas d'affaires criminelles très médiatisées. Il s'agissait surtout de procédures civiles. Mais pourquoi Oleg a-t-il prétendu qu'elle traitait des affaires criminelles? Nous devons lui parler. Katerina Malichenko appelle l'ex-mari de Victoria pour lui demander s'il peut parler au médium. Pourriez-vous venir nous voir quelques minutes pour parler au médium? Il dit non. Je sens que Victoria avait peur de son ex-mari. Elle craignait qu'il ne lui enlève son fils. Il s'est avéré qu'après le divorce, Victoria était en conflit avec son ex-mari car il voulait emmener leur fils vivre avec lui. J'entends ces mots. Je vais te tuer. L'a-t-il menacé? Il a dit qu'il était plus simple de la tuer que de la supporter. Une colère et une agressivité incroyables alimentées par des questions financières. Ils étaient au tribunal pour une pension alimentaire. Tu veux dire qu'il ne voulait pas payer la pension alimentaire pour son propre enfant? Oui, oui. Il est très avide d'argent. A-t-il perdu le procès? Oui. Il était sous le choc. Il ne comprenait pas comment Victoria, une simple femme, avait pu gagner son procès contre lui, un professionnel hors pair. C'est elle qui a demandé le divorce, n'est-ce pas? Le mariage au cœur brisé. Pourquoi était-il brisé? Meijin disent que c'était à cause d'un amour secret. Elle a trouvé dans le téléphone de son mari une discussion avec une autre femme. Ils parlaient d'un dîner ensemble et il lui avait acheté un cadeau. Elle s'est mise en colère, a pris l'enfant et est partie. Puis elle a loué un appartement dans une autre ville pour y vivre. Il s'est senti offensé et humilié. Oui, et elle n'est pas seulement partie, elle a aussi emmené son fils. Elle a peu à peu refait sa vie et il ne pouvait pas accepter qu'elle réussisse. Il lui a dit « Je vois que tu vas bien ». Il l'enviait. Se pourrait-il que l'ex-mari de Victoria la détestait tant qu'il lui a ôté la vie? À quelle heure était-il censé lui amener le fils? À 7h20. Mais il prétend que ce jour-là, Renat a fait la grasse matinée et qu'il était donc en retard, bien que son appartement ne soit pas loin de son bureau. C'est à 3 minutes en voiture. Il aurait pu l'appeler et dire « Viens chercher Rinat ». Au lieu de ça, il ne l'a pas déposée et l'a emmenée au travail. Oleg a envoyé un message à son ex-femme disant qu'il serait en retard et ramènerait le garçon plus tard. L'ex-mari de Victoria lui a envoyé le message à 7h49 et Victoria a répondu par un bref « D'accord ». Alors, aurait-il pu décider de laisser leur fils au travail pour s'occuper de Victoria entre-temps? Les médiums décident de se rendre au cimetière pour invoquer l'esprit de Victoria. Pendant ce temps, le détective du projet va voir la voisine qui a dit avoir entendu des bruits étranges venant de l'appartement de Victoria le jour du meurtre. J'entends son rire. Elle parle fort à quelqu'un. Et maintenant, je vois un cordon électrique autour de son cou et un homme qui l'étrangle.
Il cache le cordon dans sa poche. Mon livre sacré suggère qu'elle aimait son meurtrier. Elle pensait qu'il deviendrait son mari et le père de son fils. Ils se connaissaient bien, mais leur première rencontre fut étrange, comme si elle avait eu lieu dans une autre réalité. Victoria, qui est ton meurtrier? Elle me montre son téléphone portable et à cet instant, j'ai compris que Victoria a rencontré son tueur via ce téléphone. C'était une sorte de communication virtuelle. Après l'enquête, nous avons appris par les amis de Victoria qu'elle avait récemment commencé à utiliser une application de rencontre. Nous avons parlé d'une application de rencontre que j'ai installée par erreur. J'ai dit, pourquoi ne télécharges-tu pas quelques-unes de tes photos? C'est donc ce que signifiaient ces étranges visions que j'avais eues toute la journée. Les dossiers avec les photos d'hommes étaient des profils sur une application de rencontre. Là, la femme communiquait avec un certain homme et sortait avec lui. Les amis de Victoria disent que peu avant son meurtre, elle est partie en vacances avec un homme. La veille de son anniversaire, elle m'a appelé pour me dire qu'elle partait au bord de la mer. J'ai demandé avec qui, mais elle a refusé de me le dire. Pendant ce temps, notre détective est déjà devant la porte de la voisine qui a entendu des bruits venant de l'appartement au-dessus du sien le matin du drame. Je me suis réveillée vers 6 heures et j'ai entendu des bruits forts là-haut. Mais vous savez, ils ne se réveillaient jamais aussitôt, puis j'ai entendu des voix. C'était une conversation. Non. Y a-t-il eu une dispute? Avez-vous entendu une dispute? Je n'ai pas entendu. Ce n'était donc pas son ex-mari dans l'appartement de la victime. À ce moment-là, Oleg était chez lui avec leur fils. Le tueur a donc passé la nuit avec Victoria ou est arrivé tôt le matin. Mais qui est-il? Et que cherchait-il chez elle? Et puis j'ai entendu un bruit sourd, comme si quelque chose était tombé. C'était dans la cuisine. Quelle heure était-il quand vous l'avez entendu? C'était quelque temps après 7 heures. Peut-être que le bruit entendu par la voisine était celui d'un corps qui tombe. Après tout, selon elle, le silence est retombé dans l'appartement juste après. Il était peu après 7 heures du matin. Alors comment Victoria a-t-elle pu répondre au message de son ex-mari sur Viber à 7h49? Et puis, j'ai revu ma vision du matin. La main d'une femme appuie sur des touches. C'est la main d'une morte. J'ai enfin compris ce que l'image signifiait. Le tueur envoyait des messages depuis le téléphone de la défunte. C'est incroyable, mais l'ex-mari et les amis de Victoria confirment tous qu'elle n'utilisait jamais le mot « OK » dans ses messages. Utilisait-elle souvent « d'accord » dans ses messages? Non, elle utilisait toujours l'ukrainien. Elle n'aurait pas pu écrire. D'accord. Ce n'était pas son genre de communication écrite. Je me suis souvenu du rêve que j'avais fait avant l'enquête. Il y avait un grand morceau de verre qui ressemblait à un miroir avec des lettres et des chiffres écrits dessus, et la main de quelqu'un les effaçait. Maintenant, je comprends que le morceau de verre n'était pas grand, mais petit, et un homme faisait comme ça. Il effaçait son numéro de téléphone. L'homme supprimait ses informations du téléphone de Victoria. Il effaçait son numéro et son historique d'appel. Le temps lui est compté. Il sait que le garçon sera bientôt amené. Il connaît ses plans. Il essuie précipitamment les meubles et les poignées de porte avec un chiffon, puis s'en va. Suite à l'enquête des médiums, j'ai reçu de nouveaux éléments sur l'affaire. Des empreintes digitales d'un homme inconnu ont été trouvées dans l'appartement de Victoria. Cependant, la police n'a pas réussi à identifier la personne qui les avait laissées. Mais pourquoi l'homme qu'elle aimait tant l'a-t-il assassiné? Mais Jean dit qu'elle a été tuée à cause d'une voiture. J'entends une conversation à propos d'une voiture. Victoria montre à quelqu'un la photo d'une voiture rouge sur son téléphone. Elle fait confiance à cet homme. Elle lui a dit qu'elle économisait pour acheter la voiture. Je sais qu'elle achetait parfois des dollars, mais j'ignore où elle les gardait. Le meurtrier pensait que l'argent était dans l'appartement. C'est pourquoi il a tout retourné.
Il cherchait l'argent. Elle ne s'attendait pas à ça de sa part. Elle me dit « Je l'aimais ». Elle me montre son image maintenant. Cet homme a environ 35 ans, les cheveux bruns, les yeux clairs, une taille moyenne, une carrure athlétique. Sera-t-il puni? On retrouvera cet homme grâce aux informations sur le téléphone de Victoria. Il faut récupérer les messages et appels effacés. Mais malheureusement, nous n'en avons pas la capacité. Seule la police peut le faire. Mais je crains que le tueur ne soit arrêté qu'après avoir commis un autre crime. Nous et tous nos amis vous sommes très reconnaissants d'avoir accepté de venir nous aider. La justice triomphera. C'est difficile à croire. Cette femme pensait avoir trouvé l'amour sur une application de rencontre, mais elle y a trouvé la mort. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. D'autres enquêtes incroyables des médiums arrivent bientôt. Une jeune mère de 2 filles s'est-elle vraiment suicidée en pleine fête de famille? La vérité va vous choquer. Les médiums vont démasquer le vrai coupable. Bienvenue dans Enquête paranormale. Ici, seules les histoires vraies et impressionnantes comptent. Des personnes se disant clairvoyantes enquêtent sur d'incroyables anomalies mystiques et des affaires criminelles complexes. Dans cette maison d'un petit village ukrainien, la vie semble s'être arrêtée depuis que la mère de famille, Marina Timkovich, 33 ans, a été retrouvée morte sur le seuil de sa propre maison. La tragédie a eu lieu le 8 mars. Le corps de Marina Timkovich a été découvert par son mari, Vassil. La femme, vêtue d'une chemise de nuit, gisait devant la porte de sa maison. Un couteau de cuisine ensanglanté provenant de chez elle a été retrouvé à proximité. La cause du décès est une blessure par arme blanche au cœur. La police a conclu que Marina s'est suicidée et ils affirment qu'elle s'est poignardée au cœur. Elle a aimé beaucoup ses enfants et ne les laisserait jamais seuls. Nous sommes sous le choc. C'est une famille si travailleuse. Il ne manque de rien. Le frère de la victime, Volodymyr, se souvient bien du jour où il a perdu sa seule sœur. Je me souviens d'elle joyeuse et souriante. Elle nous a rendu visite le matin et je l'ai félicitée pour la Journée internationale des femmes. Marina vivait dans sa maison avec son mari, Vassil, et leurs 2 filles, Nadia, 16 ans, et Angelina, 9 ans. Le soir, toute la famille s'est réunie pour fêter l'événement. Le frère de Marina et sa femme ne se sont pas joints à eux et sont restés fêter ça chez eux. Tous les détails connus proviennent des dires de Vassil. Ils ont mis la table dans la cuisine. Elle a préparé les plats préférés de chacun pour leur faire plaisir. Ce soir-là, les proches de Vassil sont venus dîner chez les Timkovich. L'hôtesse est restée pour divertir les invités jusqu'à 22 heures, après quoi elle a couché sa plus jeune fille et est allée se reposer. Ils ont dit qu'elle s'est changée et est allée se coucher. 1 heure plus tard, Vassil est sorti fumer et a trouvé sa femme bien-aimée morte. La famille a appelé la police. L'enquêteur a examiné les lieux. Une maison privée. Personne ne peut entrer dans la cour aussi facilement. Qu'est-il arrivé à cette épouse et mère aimante? Pourquoi se suiciderait-elle sans aucun problème familial ou professionnel? Il est aussi étrange qu'elle soit sortie en chemise de nuit. Il faisait froid ce soir-là, seulement 2 degrés au-dessus de 0 et les gens portaient encore des vêtements chauds. Est-il possible que Marina ait été emmenée de force? Elle voulait vivre. Elle voulait être avec nous. La thèse du suicide semble en effet assez étrange. Le prêtre local n'est d'ailleurs pas d'accord. Une plaie au couteau de 12 cm de profondeur. Ce ne peut être un suicide. Avec la permission de l'évêque local, j'ai tout de même célébré les funérailles. Quelle force faut-il pour se poignarder la poitrine sur 12 cm de profondeur? Marina a-t-elle vraiment pu faire cela seule? Pour tenter de comprendre les causes du drame, la famille a engagé un avocat. Cependant, selon lui, la police agit de manière très étrange et entrave une enquête indépendante. En tant qu'avocat, je n'ai pas eu accès au dossier à ce jour. Tout le monde ferme les yeux. La police ne fait absolument rien. Nous demandons aux médiums de nous aider.
La voyante, Yaroslava Fedorova, a pris en charge l'enquête sur la mort de Marina. La médium travaille déjà avec la photo de la victime. Pour une raison quelconque, je vois une image d'elle à genoux, et il y a quelque chose comme une chaîne autour de son cou. Et à côté d'elle, je vois une femme aux cheveux courts. Le lendemain matin, Olena Kurilova se joint à l'enquête. Les médiums partagent ce qu'ils ont ressenti. Un homme qui saute par une fenêtre, c'est... Encore un suicide? Attendez, les amoureux. C'est une liaison. Nouvelle stupéfiante. Marina avait-elle vraiment un amant qui s'est suicidé? J'ai rêvé d'une icône la nuit dernière, la scène, et j'ai vu Marina assise à la table. Elle était entourée d'invités. À côté de Marina était assis un traître, tout comme Judas était à côté de Jésus. Cela signifie-t-il que Marina a été trahie? Mais qui l'a trahie et comment? Les médiums vont rencontrer sa famille, mais le mari de Marina est actuellement en voyage d'affaires en République tchèque. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Volodymyr. Voici Nadia, la fille de la défunte, et voici ma femme, Mariana. Mariana, enchantée de vous rencontrer. Tiens ça. Quelque chose m'a poussé à l'épaule. Elle est là, Marina. L'esprit de Marina est apparu dès qu'on a commencé. Marina dit merci. Merci pour les enfants. Elle t'appelle maintenant Maman, Angelina. Angelina est comme ma propre fille. Juste après la mort de Marina, elle m'a demandé si elle pouvait m'appeler maman. Les filles n'ont plus de mère et leur père doit rester longtemps loin de chez lui pour leur offrir une vie décente. Actuellement, le frère de Marina, Volodymyr, et sa femme, Mariana, s'occupent des sœurs. Elle dit « Laisse-la être la mère. Elle te fait confiance. » C'était une mère merveilleuse pour ses enfants. Elle faisait toujours tout pour eux. Je vois des fleurs dans les mains de Marina quand elle était vivante, des fleurs rouges. Elle a reçu un bouquet rouge en cadeau. Il s'est avéré que le jour de sa mort, Marina avait reçu un magnifique bouquet pour le 8 mars. Quel est le nom de son mari? Beso. Elle l'aimait beaucoup? Ses sentiments étaient très forts. Premier amour pour la vie, et elle s'est mariée très jeune. Elle avait 16 ans. C'est incroyable. Pourquoi une femme magnifique, une mère et une épouse aimante se poignarderaient-elles au cœur? Je vois 2 blessures. 2 couteaux. L'un est physique, l'autre la poignarde dans le dos comme une trahison. Un traître était à table avec Marina ce soir-là. Cette personne est liée à sa mort. Nous devons comprendre qui c'est. Marina, montre-nous. Les cartes révèlent une liaison entre un homme et une femme. C'est le père de Nadia, Marina dit. Et la femme à côté d'elle est de la famille. Ça fait si mal. Elle pleure. Une révélation choquante. La vie de Marina avec son mari n'était-elle donc pas si heureuse? L'infidélité serait-elle la raison de ce suicide et personne n'aurait tué Marina? Mais qui est cette femme avec qui Vasil avait une liaison? Vous la connaissez tous. Les gens disaient qu'il avait une liaison avec la directrice de l'école. Tout le village était au courant pour cette directrice. C'est la marraine d'Angelina. Cela signifie-t-il que Vasil a trompé sa femme avec celle en qui Marina avait si confiance qu'elle l'avait choisie comme marraine de sa fille? Elle a nourri un serpent en son sein. Elle dit qu'elle veut qu'on rencontre cette femme. Les médiums se rendent à l'école où la maîtresse de Vasil, Mariana, est directrice. Bonjour. Bonjour. La directrice ne sortira pas. Elle ne souhaite pas vous parler. Si vous n'êtes coupable de rien, vous n'aurez pas besoin de vous cacher. Bien sûr. Leur relation était au départ purement professionnelle. Il s'est avéré qu'il y a 10 ans, Vasil travaillait à l'école comme gestionnaire et Mariana était sa supérieure. C'est peut-être là que leur idylle a commencé.
Elle part quelque part avec lui en voiture. Oui, ils ont utilisé leur voiture. Je les ai vus plusieurs fois. Vasile l'emmenait en voiture. Beaucoup disaient qu'ils sortaient ensemble, mais Marina refusait d'y croire. Elle a toujours défendu sa famille. Pendant ce temps, Olena Kurilova remarque la directrice de l'école à l'entrée de service. Il y a eu un scandale lié à vous et au mari de Marina. Avez-vous eu une liaison avec lui? Non. Alors pourquoi Marina était-elle si follement jalouse? Si, Marina l'était, mais nous avons parlé. Je lui ai dit que Vasile le voulait, mais j'ai refusé car je respectais beaucoup Marina. Elle ne m'a pas menti. Elle n'a effectivement jamais eu de liaison avec Vasile. Pourtant, les cartes montraient clairement que le mari de Marina avait quelqu'un d'autre. Il voyait quelqu'un. Je l'ai vu parler au téléphone avec quelqu'un pendant longtemps et envoyer beaucoup de messages. D'ailleurs, Marina elle-même me l'a dit. Il avait une autre femme. Elle s'appelle Ola. Alors Vasile avait bien une maîtresse et Marina l'a découvert? Marina a même dit qu'elle voulait l'envoyer travailler à l'étranger. Marina a tout compris. Elle a envoyé son mari travailler à l'étranger pour l'éloigner de sa maîtresse. Selon la directrice de l'école, Vasile est parti travailler à l'étranger et a donc rompu avec sa maîtresse. Mais Marina est morte 6 mois plus tard. Si elle a vraiment décidé de se suicider à cause de l'infidélité de son mari, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait tout de suite? Marina dit, trouvez les portes en miroir. C'est leur portail. Elle est morte là. Les médiums et les proches de Marina se rendent sur les lieux du drame. Presque tous les villageois se sont rassemblés près de la maison des Timkovich. Voici la maison où vivait Marina et voici les portails à miroir. Laissez-moi travailler ici. Puis-je entrer dans la maison? Le passé. Une fête. Ils avaient des invités. Un couple. Elle a l'air comme ça. Elle est seule dans la pièce et elle voit quelqu'un qui la fixe. Elle court. Mais mon Dieu. Il y avait un couteau ici. Je vois Marina. Marina court. Je vois un homme. Il la rejoint. Il semble l'enlacer. Comme ça, bam, une étreinte de fer. Mais qui était cet homme qui a serré Marina dans ses bras avant sa mort? J'entends un cri, puis... Tu ne vas nulle part. Tu ne diras rien. Tais-toi. Tais-toi à jamais. Yaroslava, il l'a tué. Un homme, une main d'homme avec le couteau. Qu'est-ce qui est tombé là? Nous avons entendu un grand bruit dans la maison. Une bouteille de champagne est tombée. Attends. C'est incroyable. Il n'y avait personne dans la maison. Il n'y avait ni courant d'air, ni animaux. C'était un signe de Marina. Il manque quelque chose là. Oui, l'argent a disparu. Environ 2000 $. Alors, une somme importante a disparu de la maison. Mais pourquoi l'affaire a-t-elle été classée comme suicide? Le vol semble être un mobile plausible pour un homicide. Cette personne a pris l'argent. Asseyez-vous, ma chère. Ne pleure pas. Notre détective, Katerina Malichenko, ainsi que l'avocat engagé par la famille de la victime, ont réussi à obtenir les pièces du dossier. Les informations sont choquantes. Des faits contredisent la thèse du suicide. Il n'y avait aucune empreinte sur le couteau qui a tué Marina. Elle n'aurait pas pu se poignarder puis effacer ses traces. Le détective du projet rejoint d'urgence l'enquête du médium.
Katerina Malichenko. Volodymyr. Un traître était assis à table avec Marina ce soir-là. Avez-vous senti quelqu'un sortir par la porte cette nuit-là? Par la porte d'entrée, personne d'autre n'est sorti. Elle est partie seule. Qui a pu l'assassiner alors? Si tout le monde était dans la maison et que personne n'a suivi Marina, alors le tueur n'était pas parmi les invités. Alors, qui a fait ça? Je vais travailler avec de l'eau devant le miroir. J'ai besoin de voir tout ce dont il a été témoin. Et je vais regarder à travers le feu. Elle m'attire ici. Elle se tient là, près de la fenêtre, à observer, et vous savez ce qu'elle voit. Son proche, son être le plus cher, en train de flirter avec une autre femme sur le balcon. Marina savait que son mari la trompait constamment, et bien sûr, le voir parler tendrement à une autre femme a été la goutte d'eau. Un couteau dans le dos, un coup porté par derrière. Il semble que la famille ait compris avec qui cet homme pouvait parler si tendrement devant sa femme. C'était Svitlana, l'épouse du frère de Vasil. Elle et son mari étaient venus rendre visite au Timkovitch ce soir-là. La femme de son frère. Il a dit qu'il était allé fumer sur le balcon, mais avant ça, il avait fumé dans la maison. J'en suis sûr, il ne sortait jamais. Et Svetlana ne fumait pas du tout. Je ne sais pas ce qu'elle faisait sur ce balcon. Notre expert a décidé de rencontrer Svitlana. Ce n'était pas un suicide. C'est impossible. Je suis témoin. J'ai tout vu. Avez-vous vu le moment où elle s'est plantée le couteau dans le cœur? C'était près du portail. Elle avait déjà mis sa robe de chambre. Si cette femme dit la vérité, Marina s'est-elle vraiment suicidée? Mais alors, pourquoi n'y avait-il aucune empreinte sur le couteau? Et pourquoi l'arme du crime a-t-elle été trouvée près de la main gauche de la victime alors qu'elle était droitière? Est-il possible que Svitlana mente et que cela ne se soit pas passé ainsi? Et là, j'ai compris pourquoi j'avais vu Marina à genoux. Une chaîne autour du cou ce matin-là, c'était un indice. Cela signifiait qu'elle était totalement sous l'emprise de son mari. Elle me montre ici la chaîne. La chaîne en or s'est-elle cassée comme ça? Une fois, il l'a poussée, Vasil a poussé Marina et sa chaîne s'est cassée. Je lui ai dit plusieurs fois, « Mon Dieu, Marina, tu as d'énormes bleus. D'où viennent-ils? » Elle a dit qu'elle était tombée, mais elle était très battue. Vasil, que Marina aimait de tout son cœur, la battait-il? Elle crie « Non, c'est fini, je m'en vais !» et il saisit le couteau. Je suis presque certaine que le mari de Marina l'a tuée. Alors, était-ce son mari? Vous avez dit vous-même que personne n'était sorti de la maison. Il n'est pas sorti de la maison. Il a sauté par la fenêtre. Un homme qui saute par la fenêtre. Svetlana m'a dit qu'elle les avait enfermés sur ce balcon. Je lui ai demandé pourquoi elle avait verrouillé la porte du balcon. Il a dit qu'il ne savait pas. Je pense qu'elle a peut-être vu quelque chose qu'elle ne voulait pas voir entre Vasil et Svitlana. Ce n'est pas haut du tout. Il suffit d'enjamber ce parapet et de sauter sur le toit de la chaufferie. Bien sûr, vous pouvez faire ça. Vous voulez dire que Svitlana a aussi sauté du balcon? Non, Svitlana est restée sur le balcon. Mais si Svitlana est restée sur le balcon, comment a-t-elle pu voir Marina se poignarder? La cour n'est pas visible depuis le balcon, car elle se trouve du côté opposé de la maison. Il a pensé qu'elle aurait peur s'il la voyait avec le couteau, car elle avait toujours peur. À table, lui, Vasil a souri comme un démon et a dit « Je vais te tuer. » Nous l'avons entendu dire ça quand il était ivre. Il a dit « La famille me pardonnerait-elle si je te tuais ?» Il a dit qu'il en avait assez de vivre comme ça. Nadia, as-tu déjà vu ton père ivre? Comment était-il? Agressif. Oui, il ne parlait même pas normalement à maman. Mais il lui criait toujours dessus quand il était ivre. Elle m'a toujours dit qu'elle voulait garder sa famille unie pour que les enfants aient un père. Elle essayait de sauver sa famille au prix de sa propre vie. Cela explique tout, son départ précipité et, soit dit en passant, l'argent qui a disparu de la commode. Où est-il passé? Je n'ai presque... Nous ne savons pas.
ou soudoyer les policiers. Aucun doute sur le fait que le mari de Marina l'a assassinée. Il ne l'a pas seulement tuée, il a aussi maquillé cela en suicide. Nous tenons à vous remercier de nous avoir aidés à comprendre cela. Nous devons parler à Svitlana car Svitlana est le témoin principal. Svitlana a compris qu'on ne lâcherait pas l'affaire. Elle sera médiatisée dans tout le pays et elle risque la prison. Alors, lors de sa deuxième déposition, elle a commencé à évoquer des circonstances un peu différentes sur la mort de Marina Timkovich. Svitlana, as-tu vu le moment exact où elle s'est tuée? Je ne l'ai vu que lorsqu'il a crié « Svitlana, regarde, il y a du sang ». Avez-vous été témoin du moment? Je n'ai rien vu. Où elle l'a fait? Après l'enquête des médiums, les proches de Marina Timkovich et moi avons demandé 2 expertises indépendantes. Marina n'a pas pu se poignarder le cœur. Les blessures sur son corps ne sont pas caractéristiques d'un suicide. L'affaire pénale a été rouverte. Nous espérons que le responsable de la mort de Marina sera condamné. C'est difficile à croire. Le mari a tué sa femme, qu'il aimait tant, de ses propres mains et a fait passer ça pour un suicide. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Beaucoup d'autres enquêtes étonnantes arrivent. Un double meurtre atroce. Un garçon de 12 ans et sa nounou ont été sauvagement abattus et leur corps déposé dans un lit. Qui a commis cette atrocité et pourquoi? Et quel secret le père du garçon va-t-il découvrir? Bienvenue dans Enquête psychique, un projet d'histoire vraie et stupéfiante. Ici, des personnes se disant clairvoyantes enquêtent sur d'incroyables phénomènes paranormaux et des affaires criminelles très médiatisées. Cette enquête a débuté quand Olena Kurilova a rendu une visite soudaine à notre rédaction. Depuis une semaine, je suis hantée par l'esprit d'un garçon d'environ 10 ou 12 ans. Il dit « Trouvez qui m'a tué ». Il dit s'appeler Maxime. S'il vous plaît, parcourez toutes les lettres des personnes qui nous ont contactés. Peut-être y a-t-il un Maxime dont le meurtrier n'a pas été trouvé. Nous allons chercher. Nous avons épluché des milliers d'emails et de lettres et avons enfin trouvé un appel des parents d'un garçon décédé nommé Maxime. La lettre est arrivée il y a une semaine. Oui, c'est lui. C'est Maxime. Maxime Seredin a été assassiné en hiver, il y a 17 ans. C'est arrivé à 17h30 dans sa ville natale. Le garçon a été abattu. Comment quelqu'un peut-il lever la main sur une si petite chose, lui tirer dans la tempe, puis dans le cœur? Maxime avait 12 ans. Il était en 6e et adorait la danse de salon. Nos vies tournaient autour de ces danses de salon. Il finissait toujours premier ou deuxième. Il était plein de vie, toujours en train de plaisanter. Le soir du drame, Vita, la mère de Maxime, était dans une autre ville pour l'ouverture d'un magasin de compléments alimentaires. Son amie, Oksana Bachish, une femme au foyer, gardait son fils. Oksana a également été tuée avec Maxime. Le 2 décembre, le père du garçon est rentré chez lui vers 18h. Il a appelé la police et a signalé avoir trouvé son fils et Oksana morts dans leur lit. Je suis entré dans la maison. La lumière était allumée. J'ai appelé Maxime et Oksana, mais personne n'a répondu. Quand je suis entré dans la pièce et que je les ai vus, j'ai cru qu'ils dormaient. Je me suis approché d'eux. Maxime tenait sa main sur sa tempe. J'ai touché sa jambe et j'ai dit « Maxime ». Puis sa main est tombée et j'ai vu des impacts de balles et le sang. Maxime Saradan a reçu 2 balles dans le cœur et une dans chaque tempe. Oksana Bachish a été tuée par 2 tirs dans la tempe droite. Toutes les blessures étaient mortelles. Mon beau-père est venu me dire que ma mère et Maxime avaient été tués. La victime avait 3 enfants. Elle était séparée de son mari bien avant le drame. Et à sa mort, les enfants se sont retrouvés orphelins. Son plus jeune fils avait 14 ans et sa fille aînée 16. On n'arrivait pas à y croire.
le meurtrier n'a laissé aucune trace ni indice. Les enquêteurs locaux n'avaient jamais vu un crime aussi parfait. Aucune empreinte de chaussure, aucune empreinte digitale. Le mobile reste encore flou. L'affaire reste non résolue. Qui a tué le garçon de 12 ans et sa babysitter de 37 ans? Pourquoi? Et comment un mineur et une femme adulte se sont-ils retrouvés morts dans le même lit? Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Quel était le but? Dans ma vie, il n'y a aucun but. Tu es mon seul espoir. Cher médium, je veux que vous m'aidiez à trouver ceux qui ont fait ça à ma mère. Nos expertes, Olena Kurilova et Jana Shulakova, reprennent l'enquête sur ce double meurtre atroce. Jana, les proches de cette femme et la mère du garçon nous ont contactés. On devrait se séparer. Tu t'occupes de la mère et je m'occupe des enfants. La mère de Maxime attend déjà Olena Kurilova, près de la maison où l'horrible meurtre a eu lieu. Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous demander de m'aider. Pourquoi ont-ils tué mon fils? Comment ont-ils fait? Et surtout, qui a fait ça? Il tient une sorte de boîte et il dit « Tout le monde mourra s'il le découvre ». Qu'est-ce que c'est? Y avait-il des secrets? Je ne sais pas. Est-ce que le père habite ici? Oui, je n'habite plus ici. Mon mari vit avec sa nouvelle compagne. Après la mort de leur fils, le couple a divorcé. Vita a quitté la ville et Vyacheslav, le père du garçon, a maintenant une autre femme et un fils de 5 ans. Les relations entre les ex-époux sont, pour le moins, tendues. Vita soupçonne que c'est le père qui a tué son fils et son ami. Vita le disait à tout le monde et elle me l'a même dit en face. Tu as tué Maxime parce que ce n'était pas ton fils biologique. L'histoire familiale est complexe. Ils avaient 2 fils, mais le père du plus jeune, Maxime, est un autre homme. Pourtant, le garçon avait 12 ans au moment de sa mort. Est-il plausible que le père ait décidé de l'éliminer après tant d'années? Pendant ce temps, Jana Shulakova est arrivée au domicile de la famille Bacherch. C'est là que vivent les filles d'Oksana et sa mère âgée. Allô? Aidez-nous enfin à comprendre ce qui s'est passé. J'ai demandé aux cartes si Oksana a vu son meurtrier. Il l'a approché par derrière. Elle n'a pas vu son visage, mais il est fort possible qu'elle le connaisse. J'ai vérifié son entourage avec mes cartes. Et qu'en est-il du père? Ils sont divorcés depuis longtemps et il a été déchu de ses droits parentaux. Et la mère a élevé les enfants toute seule. Oui, elle vivait pour ses enfants. Pour subvenir aux besoins de ses 2 filles et de son fils, Oksana travaillait dur et pendant ses jours de repos, elle aidait la famille d'une amie en s'occupant de Maxime pour un petit salaire. Elle est morte à ses côtés. Je veux appeler Olena. Jana appelle. Décroche le téléphone. Je pense qu'on devrait aller sur les lieux du décès. Je suis d'accord. On se retrouve là-bas. Vous connaissez-vous? Oui, nous étions amis avec leur mère. Vous lui faisiez entièrement confiance? Oui, tout à fait. Il y a quelqu'un? Oui. Bonjour. Bonjour, allons-y. Quand j'ai entendu la voix de Vyacheslav, elle m'a semblé familière. C'est étrange. Vyacheslav semble être un homme ordinaire, un homme d'affaires de la classe moyenne. Où la médium a-t-elle pu le rencontrer?
La femme était ici. Oui. Et le garçon était ici. Oui. Elle a été tuée en sa présence. Selon l'autopsie, Oksana est morte quelques minutes avant Maxime. Il est donc fort probable que le garçon ait été témoin de son meurtre. Une pièce vide. Le garçon n'était pas là au début quand ils l'ont attrapée et ont commencé à la torturer. Elle était seule. La médium est dans la cuisine où, selon les enquêteurs, les agresseurs ont attaqué Oksana. Elle préparait le dîner pour Maxime. La femme et le garçon n'étaient pas dans le même lit lors de l'attaque. Les tueurs les ont réunis. Il faisait froid. Maxime est sorti en courant de cette porte. Il est allé par ici. Il y a des toilettes là-bas. Allons-y. Il n'y avait pas de toilettes dans la maison à l'époque. Ça ne marchait pas. Il est allé aux toilettes là-bas. C'est là qu'ils l'ont attaqué. Mais il n'a rien senti. Des mains d'homme l'ont saisi et lui ont mis un couteau sous la gorge. Les enquêteurs ont découvert que Maxime a bien été attaqué dans la cour de la maison. Le manteau du garçon était couvert de boue et portait des traces de traînage. Ils n'avaient pas l'intention de le tuer ici. Ils l'ont traîné et le couteau est là. Des éclaboussures de sang. Le sang était partout. De fortes mains d'homme et ils le traînent dans la maison. Elle les a entendus entrer. Elle a entendu leurs pas et le bruit. Il y avait au moins 2 tueurs. L'un a attaqué Oksana dans la maison et au même moment, un autre a attrapé le garçon dehors. J'ai la nausée. Elle supplie. « Ne me touchez pas, j'ai des enfants. » Et elle est tombée. Oh mon Dieu, je ne peux pas rester ici. Je ne comprenais pas comment on pouvait tuer brutalement une femme et un enfant. Pourquoi ont-ils fait ça? Quel genre de bête a fait ça? Il se dégage une étrange sensation de cette maison, comme si quelque chose avait été volé ici. J'avais un employé qui vivait ici. Il volait tout le temps, alors je l'ai frappé quelques fois et je lui ai crié dessus. Est-ce que cela aurait pu être une vengeance contre vous? Après un autre vol, Vyacheslav a finalement renvoyé le malheureux employé. Cet homme aurait-il pu chercher à se venger? Nous avons découvert que l'homme avait déjà été condamné pour vol et cambriolage. La police a immédiatement contrôlé l'ex-détenu qui a avoué le meurtre du garçon et de l'ami de la famille. Il y avait une odeur de peur. Les gens étaient forcés de signer des aveux. La police a reçu 19 aveux de personnes différentes. C'est impossible. L'affaire a eu un grand retentissement. Et la police locale tenait tellement à résoudre le crime le plus médiatisé du district qu'elle a poussé 19 personnes à avouer ce terrible double meurtre. Mais malgré tous les efforts de la police pour faire porter le chapeau à quelqu'un, le double meurtre reste à ce jour non élucidé. Je sais une chose. Ce meurtre est arrivé à cause de vous. Un esprit est apparu derrière Vyacheslav. Il a murmuré « Papa, pardonne-moi ». Mais ce n'était pas l'esprit du défunt Maxime. C'était un garçon plus âgé. Qui d'autre avez-vous enterré? C'était notre autre fils, Rostik. Il est mort d'une électrocution. Rostik avait 27 ans quand il est mort. Il venait de se marier et se réjouissait de la naissance de sa fille, Maria. Un jour, le courant a été coupé dans la maison où vivait le jeune couple. Il est allé au transformateur pour rétablir l'électricité et a été tué. Seules les prières m'ont maintenu en vie. C'était terrifiant. Rostik dit « Papa, viens sur ma tombe. » Nous nous dirigeons vers le cimetière où sont enterrés les 2 enfants de l'ancien couple. La tombe d'Oksana n'est pas ici. Elle est enterrée dans son village natal. J'ai perdu 2 fils. Il ne me reste plus personne. Personne. Les frères sont enterrés dans des tombes adjacentes. En voyant ces tombes, le cœur de la mère se brise. Je me suis connecté à l'énergie de Rostik et il a encore dit « Papa, pardonne-moi. » Qu'a-t-il fait de mal? Il avait toujours des ennuis. Il a perdu mon Audi aux cartes.
Rostik jouait aux cartes pour de l'argent. Il a tout perdu et s'est endetté. Aurait-il pu connaître ces meurtriers? Rostik aurait-il pu les connaître? Rostik a perdu la voiture de son père. Qui sait ce qu'il a perdu d'autre? Peut-être que quelqu'un réglait ses comptes. D'après nos recherches, Rostik n'avait aucune dette importante à ce moment-là. Esprit de Rostik, réponds-moi, je ne suis pas un traître. L'esprit de Rostik Alors, non. a demandé pardon à son père de ne pas avoir été là pour Maxime. Il a dit qu'il aurait aimé être présent pour le protéger. Rostik était avec moi. Il s'est avéré qu'au moment de l'horrible tragédie, le couple vivait séparé depuis 1 an. Leur fils aîné, Rostik, avait déménagé dans une autre ville avec sa mère, tandis que Maxime était resté avec son père. Il m'apportait toujours de la chaleur, et ce geste, quand il est resté à la maison avec moi, était « Je pensais que Maxime allait aussi me quitter, mais non. Il lui a dit « Je n'abandonnerai pas papa, je resterai avec papa. » Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'avant la naissance de Maxime, le couple s'était séparé un temps et Vita a eu une relation avec un autre homme. Elle a eu Maxime de lui, mais elle est ensuite retournée vers Vyacheslav, qui a adopté l'enfant. Je l'aimais. Le fait est que Maxime l'aimait. Il était le lien qui nous unissait. Maman, fêtons le nouvel an ensemble, d'accord? S'il te plaît, maman, fêtons ça tous ensemble. Tu lui as donné ton âme. Soudain, j'ai réentendu la conversation comme à la maison, des hommes qui se disputaient. Les voix étaient plus claires. Ils parlaient d'argent, et j'ai compris. Les tueurs auraient-ils été payés? Étaient-ils des assassins, des mercenaires? S'ils étaient des assassins, alors quelqu'un les a engagés. À ce moment-là, l'esprit du garçon m'a encore aidé. Il m'a montré ses mains. Il a dit « Regarde mes bras. » Des traces sur ses bras. Qu'est-ce que c'est? Ils ont trouvé du ruban adhésif, et il y avait des poils de son corps sur le ruban. Ses mains étaient liées, puis elles ont été détachées quand ils l'ont placé là. Ils l'ont torturé. J'ai eu le sentiment que les meurtriers ont torturé Maxime. Ils ont tué Oksana sous ses yeux et j'ai aussi entendu ces mots. « Si tu ne nous donnes pas ce qu'on veut, on te tuera aussi. » Mais que pouvait bien leur donner ce garçon? L'argent gardé à la maison est resté intact. Les objets de valeur et l'or étaient aussi à leur place. C'est déconcertant de savoir ce que les meurtriers ont pu exiger du garçon, mais puisqu'ils l'ont tué, il leur a sûrement donné ce qu'ils étaient venus chercher. Maxime dit quelque chose. Je te donnerai la boîte. Il m'a montré cette boîte avant. Elle est petite. Tout le monde mourra s'il découvre. Y avait-il des secrets? Je ne sais pas pour ça. Maxime regardait son père. Je crois que Vyacheslav a compris de quoi il s'agissait. La boîte est dans la maison, dans votre maison. Il dit qu'on doit retourner à la maison. Allons-y. Un couteau ensanglanté. Était-il sous ton oreiller? Sous l'oreiller, oui. Il n'y avait aucune empreinte sur le couteau. Il a été essuyé avec un chiffon et placé sous ton... Oui. À l'arrivée des enquêteurs sur les lieux du crime, ils ont trouvé un couteau ensanglanté sous l'oreiller de Vyacheslav. De plus, l'homme portait un revolver sur lui. L'arme de Vyacheslav a été saisie pour expertise. Il s'est avéré qu'elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps. Un coup monté. C'est ce qu'on appelle un coup monté. Quelqu'un voulait vous voir en prison pour le meurtre de votre fils. Pourquoi ferait-il ça? Maxime me montre une sorte de boîte, comme celle pour les cartes. Elle est petite. Serait-ce un téléphone? Attendez. Il creuse, fouille dans les tiroirs, menace Maxime avec un couteau. Montrez-nous. Montrez du doigt. Où? C'est un disque. Un disque? Un disque informatique? Oui, un disque. Il y avait un enregistrement dessus. La dispute entre les hommes que j'ai entendue plus tôt ce matin chez moi était un enregistrement du disque. Ce disque était visiblement très important. Le destin de personne en dépendait. J'ai aussi compris pourquoi la voix de Vyacheslav m'était familière. Je l'avais entendue sur cet enregistrement. Qu'y avait-il sur le disque? Des documents compromettants? Oui,
Au sujet du chef du commissariat de district, j'avais un associé. On a déterré des tuyaux d'irrigation. Le chef de la police l'a ordonné et nous a garanti sa protection. Mais il n'est plus rien maintenant et ne décide de rien. Alors, tu volais? On a creusé et il nous a payé pour ça. Eh bien, il s'avère qu'on volait. La canalisation était abandonnée. Il nous a dit de la déterrer. J'y ai réfléchi et j'ai décidé qu'il n'y avait rien de criminel là-dedans. En plus, on était bien payé. Alors, on déterrait des tuyaux en métal pour les vendre à la ferraille. Mais pourquoi aviez-vous besoin de ce disque? C'était l'idée de mon ancien associé. Il a dit « Le chef de la police nous arnaque. Obtenons des preuves contre lui. » Il a apporté un magnétophone à la maison, l'a posé sur la fenêtre et l'a enregistré sur une cassette, une petite. Une fois, il est venu avec un policier et ils ont parlé de parts, d'argent et de nous payer. Le chef de la police serait probablement allé droit en prison. Le chef de la police avait du pouvoir à l'époque. Peut-être a-t-il estimé mériter une part plus grande que ses complices. Et c'est là que le conflit a éclaté. Vyacheslav et son associé ont enregistré des preuves compromettantes sur le fonctionnaire. Vyacheslav gardait le disque chez lui. Et selon les médiums, c'est ce maudit enregistrement qui a mené au meurtre des innocents Maxime et Oksana Bachish. Maxime était-il au courant? Oui, il l'a fait. Il l'a inséré dans son ordinateur et a demandé « Papa, c'est quoi ces histoires? Des tuyaux? Des rails? De l'argent ?» Apparemment, le garçon en a parlé à quelqu'un et l'information sur l'existence de ces documents compromettants est parvenue aux personnes concernées. C'est là que j'ai compris pourquoi ils ont attaché le garçon. Ils l'ont torturé pour qu'il montre où était le disque avec l'enregistrement compromettant. Je ne doute pas que le meurtre a été commandité, mais les tueurs ne venaient pas de la police. L'homme mesure entre 170 et 175 cm, pas très grand, assez mince, les épaules larges. Il a moins de 40 ans. Et ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. Meurtre? Oui. Qui était le deuxième meurtrier? Ils ont des âges totalement différents. L'un est plus jeune et l'autre plus âgé, et le plus jeune est plus téméraire. Il s'en fichait. Il l'a juste prise et tuée comme si elle était insignifiante et agaçante. Et le client? Pourquoi le vois-je en blouse blanche plutôt qu'en uniforme de policier? En blouse blanche? Qu'est-ce que votre policier a à voir avec la médecine? Ce n'est pas un médecin ici. À la réaction de Vyacheslav, j'ai compris qu'il devinait de quoi nous parlions, mais il est resté silencieux et a fait semblant de ne pas comprendre. J'ai donc pensé qu'il aurait pu lui-même commencer à régler ses comptes avec cet homme. Grâce à des sources que nous ne pouvons divulguer, nous avons appris qu'il existe parmi les hauts fonctionnaires de la ville quelqu'un surnommé le chirurgien. Nous nous sommes tournés vers les policiers de Onas pour leur demander de vérifier les informations fournies par les médiums, de retrouver les meurtriers et de les punir. Merci beaucoup. Un poids s'est enlevé de mon cœur. Merci. La mort atroce de deux innocents, un garçon et sa nounou, est due au gain malhonnête de son père. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. D'autres enquêtes choquantes arrivent bientôt.